Bonsoir à tous et bienvenue sur D8. Ravie d'être avec vous pour une nouvelle émission ensemble d'un voyage au bout de la nuit. Et ce soir, nous continuons la lecture d'un grand classique de la littérature du XVIIIe siècle puisque c'est avec Denis Diderot que nous passons la soirée. Diderot qui a plusieurs cordes à son arc puisqu'il est conteur, romancier, critique, dramaturge, dialoguiste, encyclopédiste et philosophe. Bref, une multitude de cordes à son arc pour Denis Diderot. Et c'est avec son roman Jacques le Fataliste que nous continuons notre soirée de lecture. Avec, dans cette histoire, il y a deux personnages, un valet et son maître. Nous les avons rencontrés et vous allez le voir, très vite, le narrateur prend... pas en grippe, puisqu'il s'adresse à lui, mais prend pour témoin le lecteur. Il s'adresse à nous directement en nous posant des questions. Forcément, donc, on rentre très vite dans l'histoire. Et puis alors, on va le voir ensemble. Il va y avoir plusieurs voyages, évidemment plusieurs rencontres pour ces deux personnages principaux, avec un mélange de fiction et de réalité. Je poursuis donc la lecture que je viens d'entamer. Nous sommes toujours dans le premier chapitre de Jacques le Fataliste. N'hésitez pas à réagir, #VBN. Le maître. Te voilà en chirurgien comme Saint-Roch en chapeau. Jacques. Le premier était absent lorsque le petit garçon était arrivé chez lui. Mais sa femme avait fait avertir le second et le troisième qui avaient accompagné le petit garçon. « Bonsoir, compère, vous voilà, » dit le premier aux deux autres. Ils avaient fait le plus de diligence possible, ils avaient chaud, ils étaient altérés. Ils s'asseyent autour de la table, dont la nappe n'était pas encore ôtée. La femme descend à la cave et en remonte avec une bouteille. Le mari grommelait entre ses dents. Et que diable faisait-elle à cette porte? On boit, on parle des maladies du canton, on entame l'énumération de ses pratiques. Je me plains, on me dit... Dans un moment, nous serons à vous. Après cette bouteille, on en demande une seconde, à compte sur mon traitement, puis une troisième, une quatrième, toujours à compte sur mon traitement. Et à chaque bouteille, le mari revenait à sa première exclamation. Et que diable faisait-elle à cette porte? Quel parti un autre n'aurait-il pas tiré de ces trois chirurgiens, de leur conversation à la quatrième bouteille, de la multitude de leurs cures, merveilleuse, de l'impatience de Jacques, de la mauvaise humeur de l'hôte, des propos de nos esculapes de campagne autour du genou de Jacques, de leurs différents avis, l'un prétendant que Jacques était mort, si l'on ne se hâtait de lui couper la jambe, l'autre qu'il fallait extraire la balle et la portion du vêtement, qu'il l'avait suivi et conserver la jambe à ce pauvre diable. Cependant, on aurait vu Jacques assis sur son lit, regardant sa jambe en pitié et lui faisant ses derniers adieux, comme on vit un de nos généraux entre Dufoire et Louis. Le troisième chirurgien aurait gobe-mouché jusqu'à ce que la querelle se fût élevée entre eux et que des invectives ont en fût venues au geste. Je vous fais grâce de toutes ces choses que vous trouverez dans les romans, dans la comédie ancienne et dans la société. Lorsque j'entendis l'hôte s'écrier de sa femme, que diable faisait-elle à sa porte? Je me rappelai l'Harpagon de Molière, lorsqu'il dit de son fils « Qu'allait-il faire dans cette galère ?» Et je conçus qu'il ne s'agissait pas seulement d'être vrai, mais qu'il fallait encore être plaisant, et que c'était la raison pour laquelle on dirait à jamais qu'allait-il faire dans cette galère, et que le mot de mon paysan, que faisait-elle à sa porte, ne passerait pas en proverbe. Jacques n'en usa pas envers son maître, avec la même réserve que je garde avec vous. Il n'omit pas la moindre circonstance. Au hasard de l'endormir une seconde fois, s'il ne se fut pas le plus habile, ce fut au moins le plus vigoureux des trois chirurgiens qui resta maître du patient. N'allez-vous pas, me direz-vous, tirer des bistouris à nos yeux, couper des chairs, faire couler du sang et nous monter une opération chirurgicale? À votre avis,
Cela ne serait-il pas de bon goût? Allons, passons encore, l'opération chirurgicale, mais vous permettrez au moins à Jacques de dire à son maître comme il fit. Ah, monsieur, c'est une terrible affaire que de rarranger un genou fracassé. Et à son maître de lui répondre comme auparavant. Allons donc, Jacques, tu te moques. Mais ce que je ne vous laisserai pas ignorer, pour tout l'or du monde, c'est qu'à peine le maître de Jacques lui eut-il fait cette impertinente réponse, que son cheval fait cette impertinente réplique, bronche, s'abat, que son genou va s'appuyer rudement sur un caillou pointu, et que le voilà criant à tue-tête « Je suis mort, j'ai le genou cassé ». Quoique Jacques, la meilleure patte d'homme qu'on puisse imaginer, fut tendrement attaché à son maître, je voudrais bien savoir ce qui se passa au fond de son âme, sinon dans le premier moment, du moins lorsqu'il fut bien assuré que cette chute n'aurait point de suite fâcheuse et qu'il pût se refuser à un léger mouvement de joie secrète, d'un accident qui apprendrait à son maître ce que c'était qu'une blessure au genou. Une autre chose, lecteur, que je voudrais bien que vous me dissiez, c'est si son maître n'eût pas mieux aimé être blessé, même un peu plus grièvement, ailleurs qu'au genou où il ne se fut pas plus sensible à la honte qu'à la douleur. Lorsque le maître fut un peu revenu de sa chute et de son angoisse, il se remit en selle et appuya 5 ou 6 coups d'éperon à son cheval, qui partit comme un éclair. Autant en fit la monture de Jacques, car il y avait entre ces deux animaux la même intimité qu'entre leurs cavaliers. C'étaient 2 paires d'amis. Lorsque les 2 chevaux essoufflés reprirent le pas ordinaire, Jacques dit à son maître « Eh bien, monsieur, qu'en pensez-vous ?»« De quoi ?»« De la blessure au genou. Je suis de ton avis. C'est une des plus cruelles. Au vôtre ? Non, non, au tien, au mien, à tous les genoux du monde. Mon maître, vous n'y avez pas bien regardé. Croyez que nous ne plaignons jamais que nous, mais quelle folie ! Ah, si je savais dire comme je sais penser. Mais il était écrit là-haut que j'aurais les choses dans ma tête et que les mots ne me viendraient pas. Ici, Jacques s'embarrassa dans une métaphysique très subtile et peut-être très vraie. Il cherchait à faire concevoir à son maître que le mot douleur était sans idée, qu'il ne commençait à signifier quelque chose qu'au moment où il rappelait à notre mémoire une sensation que nous avions éprouvée. Son maître lui demanda s'il avait déjà accouché. « Non », lui répondit Jacques. « Et crois-tu que ce soit une grande douleur que d'accoucher ?»« Assurément. »« Plains-tu les femmes en mal d'enfant ?»« Beaucoup. »« Tu plains donc quelquefois un autre que toi ?»« Je plains ceux ou celles qui se tordent les bras, qui s'arrachent les cheveux, qui poussent des cris, parce que je sais par expérience qu'on ne fait pas cela sans souffrir. Mais pour le malpropre, à la femme qui accouche, je ne le plains pas. Je ne sais ce que c'est. C'est Dieu merci. Mais pour en revenir à une peine que nous connaissons tous les deux, l'histoire de mon genou qui est devenu le vôtre par votre chute. Non, Jacques, l'histoire de tes amours qui sont devenues miennes par mes chagrins passés. Me voilà à penser, un peu soulagée. Le chirurgien parti et mes hôtes retirés et couchés. Leur chambre n'était séparée de la mienne que par des papiers gris. Et sur ce papier, quelques images enluminées. Je ne dormais pas et j'entendis la femme qui disait à son mari « Laissez-moi, je n'ai pas envie de rire. Un pauvre malheureux qui se meurt à notre porte. Femme, tu me diras tout cela après. Non, cela ne sera pas. Si vous ne finissez, je me lève. Cela ne me fera-t-il pas bien aise lorsque j'ai le cœur gros ? Oh, si tu te fais tant prier, tu en seras la dupe. Ce n'est pas pour se faire prier, mais c'est que vous êtes quelquefois d'un dur. C'est que... Après une assez courte pause, le mari prit la parole et dit « La femme convient donc à présent
que par une compassion déplacée, tu nous as mis dans un embarras dont il est presque impossible de se tirer. L'année est mauvaise, à peine pouvons-nous suffire à nos besoins et aux besoins de nos enfants. Le grain est d'une cherté, point de vin, encore si l'on trouvait à travailler, mais les riches se retranchent, les pauvres gens ne font rien. Pour une journée qu'on emploie, on en perd 4. Personne ne paye ce qu'il doit. Les créanciers sont d'une âpreté qui désespère. Et voilà le moment que tu prends pour retirer ici un inconnu, un étranger qui y restera tant qu'il plaira à Dieu et au chirurgien, qui ne pressera pas de le guérir. Car ces chirurgiens font durer les maladies le plus longtemps. Là, femme, comment te déferas-tu de cet homme? Parle donc, femme. Dis-moi donc quelle raison. Est-ce qu'on veut parler avec vous? Tu dis que j'ai de l'humeur, que je gronde. Qui n'en aurait pas? Qui ne gronderait pas? Il y avait encore un peu de vin à la cave. Dieu sait le train dont il ira. Les chirurgiens en burent hier au soir plus que nous, et nos enfants n'aurions fait dans la semaine, et le chirurgien qui ne viendra pas pour rien. Comme tu peux penser qu'il le paiera. Oui, voilà qui est fort bien dit. Et parce qu'on est dans la misère, vous me faites un enfant, comme si nous n'en avions pas déjà assez. Oh que non, oh que si. Je suis sûre que je vais être grosse. Voilà, comme tu dis, toutes les fois. Et cela n'a jamais manqué, quand l'oreille me démange après, et j'y sens une démangeaison comme jamais. Ton oreille ne sait ce qu'elle dit. Ne me touche pas. Laisse-la, mon oreille. Laisse donc l'homme. Est-ce que tu es fou? Tu t'en trouveras mal. Non, non, cela ne m'est pas arrivé depuis le soir de la Saint-Jean. Tu feras si bien que... Et puis dans un mois, ici, tu me bouderas. Comme si c'était de ma faute. Non, non. Et dans 9 mois, ici, ce sera bien pis. Non, c'est toi qui l'auras voulu. Oui, tu t'en souviendras. Tu ne diras pas comme tu as dit toutes les autres fois. Oui, oui. Et puis voilà que de non, non en oui, oui, cet homme enragé contre sa femme d'avoir cédé à un sentiment d'humanité. Le maître, c'est la réflexion que je faisais. Jacques, il est certain que ce mari n'était pas trop conséquent, mais il était jeune et sa femme jolie. On ne fera jamais tant d'enfants que dans le temps des misères. Rien ne peuple comme les gueux. Un enfant de plus n'est rien pour eux, c'est la charité qui les nourrit. Et puis, c'est le seul plaisir qui ne coûte rien. On se console pendant la nuit, sans frais, des calamités du jour. Cependant, les réflexions de cet homme n'en étaient pas moins justes, tandis que je me disais cela à moi-même. Je ressentis une douleur violente au genou et je m'écriai « Ah, le genou! Ah !» Et le mari s'écria « Femme !» Et la femme s'écria « Ah, mon homme! Mais cet homme qui est là !» Eh bien, cet homme, il nous aura peut-être entendus. Qu'il l'ait entendu. Demain, je n'oserai le regarder. Et pourquoi? Est-ce que tu n'es pas ma femme? Est-ce que je ne suis pas ton mari? Est-ce qu'un mari a une femme? Est-ce qu'une femme a un mari pour rien? Ah ah! Eh bien, qu'est-ce que... Mon oreille? Eh bien, ton oreille, c'est pire que ça. Dors, cela passera. Mais je ne saurais. Ah, l'oreille, l'oreille! L'oreille, l'oreille, cela est bien aisé à dire. Je ne vous dirai point ce qui se passait entre eux, mais la femme, après avoir répété « l'oreille, l'oreille » plusieurs fois de suite à voix basse et précipitée, finit par balbutier à syllabes interrompues. « L'oreille » et à la suite de cette oreille, le je ne sais quoi qui, joint au silence qui succéda, me fit imaginer que son mal d'oreille s'était apaisé d'une ou d'autre façon. Il importe, cela me fit plaisir, et à elle donc. Jacques, mettez la main sur la conscience et jurez-moi que ce n'est pas de cette femme que vous devîntes amoureux. Je le jure. Tant pis pour toi. C'est tant pis ou tant mieux. Vous croyez apparemment que les femmes qui ont une oreille contre la sienne écoutent volontiers? Je crois que cela est écrit là-haut. Je crois qu'il est écrit à la suite qu'elles n'écoutent pas longtemps le même et qu'elles sont tant soit peu sujettes
à prêter l'oreille à une autre. Cela se pourrait. Et les voilà, embarqués dans une querelle interminable sur les femmes. L'un prétendant qu'elles étaient bonnes, l'autre méchante, et ils avaient tous deux raison. L'une sotte, l'autre pleine d'esprit, et ils avaient tous deux raison. L'une fausse, l'autre vraie, et ils avaient tous deux raison. L'un avare, l'autre libéral, et ils avaient tous deux raison. L'une belle, l'autre laide, l'un bavard, l'autre discrète, l'un franche, l'autre dissimulée, l'un ignorante, l'autre éclairée, l'un sage, l'autre libertine, l'un folle, l'autre sensée, l'un grande, l'autre petite, et ils avaient tous deux raison. En suivant cette dispute sur laquelle ils auraient pu faire le tour du globe, sans déparler un moment et sans s'accorder, ils furent accueillis par un orage qui les contraignit de s'acheminer. Où, lecteur? Vous êtes d'une curiosité bien incommode. Et que diable cela vous fait-il? Quand je vous aurais dit que c'est à Pontoise ou à Saint-Germain, à Notre-Dame-de-Lorette ou à Saint-Jacques-de-Compostelle, où serez-vous plus avancé? Si vous insistez, je vous dirai qu'ils s'acheminèrent vers, oui, pourquoi pas, vers un château immense, au frontispice duquel on lisait « Je n'appartiens à personne et j'appartiens à tout le monde ». Vous y étiez avant que d'y entrer, et vous y serez encore quand vous en sortirez. Entrèrent-ils dans ce château? Non, car l'inscription était fausse, ou ils y étaient avant que d'y entrer. Mais du moins ils en sortirent? Non, car l'inscription était partie, effacée. Et que firent-ils là? Jacques disait ce qui était écrit là-haut, son maître ce qu'il voulut, et ils avaient tous deux raison. Quelle compagnie y trouvèrent-ils? Mêlée. Qui disait-on? Quelques vérités et beaucoup de mensonges. Y avait-il des gens d'esprit ou n'y en avait-il pas? Et des maudits questionneurs qu'on fuyait comme la peste, ce qui choqua le plus Jacques et son maître pendant tout le temps qu'ils s'y promenèrent. On s'y promenait donc, on ne faisait que cela, quand on n'était pas assis ou couché. Ce qui choqua le plus Jacques et son maître, ce fut d'y trouver une vingtaine d'audacieux qui s'étaient emparés des plus superbes appartements, où ils se trouvaient presque toujours à l'étroit, qui prétendaient, contre le droit commun et le vrai sens de l'inscription, que le château leur avait été légué en toute propriété, et qui, à l'aide d'un certain nombre de vauriens à leur gage, l'avaient persuadé à un grand nombre d'autres vauriens à leur gage, tout prêt pour une petite pièce de monnaie, à prendre ou assassiner le premier qui aurait osé le contredire. Cependant, au temps de Jacques et de son maître, on l'osait quelquefois. Impunément, c'est selon. Vous allez dire que je m'amuse et que, ne sachant plus que faire de mes voyageurs, je me jette dans l'allégorie, la ressource ordinaire des esprits stériles. Je vous sacrifierai mon allégorie et toutes les richesses que j'en pourrai tirer. Je conviendrai de tout ce qu'il vous plaira, mais à condition que vous ne me tracasserez point sur ce dernier gîte de Jacques et de son maître, soit qu'ils aient atteint une grande ville et qu'ils aient couché chez des filles, qu'ils aient passé la nuit chez un vieil ami qui les fêtera de son mieux, qu'ils se soient réfugiés chez des moines mendiants, où ils furent mal logés et mal repus pour l'amour de Dieu, qu'ils aient été accueillis dans la maison d'un grand, où ils manquèrent de tout ce qui était nécessaire, au milieu de tout ce qui est superflu, qu'ils soient sortis le matin d'une grande auberge, où on leur fit payer très chèrement un mauvais souper, servi dans des plats d'argent, et une nuit passée entre des rideaux de Damas et des draps humides et repliés. Qu'ils aient reçu l'hospitalité chez un curé, à portions congrues, qui courut mettre à contribution les basses-cours de ses paroissiens, pour avoir une omelette et une fricassée de poulet, ou qu'il se soit enivré d'excellents vins, et fait grande, chère, et pris une indigestion bien conditionnée dans une riche abbaye de Bernardins. Car, quoique tout cela vous paraisse également possible, Jacques n'était pas de cet avis. Il n'y avait réellement de possible que la chose
qui était écrite en haut. Ce qu'il y a de vrai, c'est que de quelque endroit qu'il vous plaise de les mettre en route, ils n'eurent pas fait 20 pas que le maître dit à Jacques, après avoir toutefois, selon son usage, pris sa prise de tabac. « Eh bien, Jacques, l'histoire de tes amours !» Au lieu de répondre, Jacques s'écria, « Au diable, l'histoire de mes amours! Ne voilà-t-il pas que j'ai laissé ? Qu'as-tu laissé ?» Au lieu de lui répondre, Jacques retournait toutes ses poches et se fouillait partout, inutilement. Il avait laissé la bourse de voyage sous le chevet de lit, et il n'en eut pas plus tôt fait l'aveu à son maître que celui-ci s'écria « Au diable, l'histoire de tes amours ! Ne voilà-t-il pas que ma montre est restée accrochée à la cheminée ?» Jacques ne se fit pas prier. Aussitôt, il tourne bride et regagne au petit pas, car il n'était jamais pressé. Le château immense ? Non, non. Entre les différents gîtes possibles, dont je vous ai fait l'énumération qui précède, choisissez celui qui convient le mieux à la circonstance présente. Cependant, son maître allait toujours en avant. Mais voilà, le maître et le valet séparés, et je ne sais auquel des deux m'attacher de préférence. Si vous voulez suivre Jacques, prenez-y garde. La recherche de la bourse et de la montre pourra devenir si longue et si compliquée que de longtemps il ne rejoindra son maître. Le seul confident de ses amours, et adieu les amours de Jacques. Si, l'abandonnant seul à la quête de la bourse et de la montre, vous prenez le parti de faire compagnie à son maître, vous serez poli, mais très ennuyé. Vous n'y connaissez pas encore cette espèce-là. Il a peu d'idées dans la tête, s'il lui arrive de dire quelque chose de sensé. C'est de réminiscence ou d'inspiration. Il a des yeux comme vous et moi, mais on ne sait la plupart du temps s'il regarde. Il ne dort pas, il ne veille pas non plus. Il se laisse exister, c'est sa fonction habituelle. L'automate allait devant lui, se retournant de temps en temps pour voir si Jacques ne revenait pas. Il descendait de cheval et marchait à pied. Il remontait sur sa bête, faisait un quart de lieue, redescendait et s'asseyait à terre. La bride de son cheval passait dans ses bras et la tête appuyée sur ses deux mains. Quand il était las de cette posture, il se levait et regardait au loin s'il n'apercevait point Jacques. Point de Jacques. Alors, il s'impatientait. Et sans trop savoir s'il parlait ou non, il disait « Le bourreau, le chien, le coquin, où est-il? Que fait-il? Faut-il tant de temps pour reprendre une bourse et une montre? Je le rouerais de coups. » Puis il cherchait sa montre à son gousset, où elle n'était pas. Et il achevait de se désoler, car il ne savait que devenir sans sa montre, sans sa tabatière et sans Jacques, c'était les trois grandes ressources de sa vie, qui se passait à prendre du tabac, à regarder l'heure qu'il était, à questionner Jacques, et cela dans toutes les combinaisons privées de sa montre. Il en était donc réduit à sa tabatière, qu'il ouvrait et fermait à chaque minute, comme je fais moi lorsque je m'ennuie. Ce qui reste de tabac le soir dans ma tabatière est en raison directe de l'amusement ou l'inverse de l'ennui de ma journée. Je vous supplie, lecteur, de vous familiariser avec cette manière de dire empruntée de la géométrie, parce que je la trouve précise et que je m'en servirai souvent. Eh bien, en avez-vous assez du maître et son valet ne venant point à nous, voulez-vous que nous allions à lui? Le pauvre Jacques, au moment où nous en parlons, il s'écriait douloureusement. Il était donc écrit là-haut qu'en un même jour je serais appréhendé comme voleur d'un grand chemin, sur le point d'être conduit dans une prison et accusé d'avoir séduit une fille. Comme il approchait au petit pas du château, non, du lieu de leur dernière couchée, il passe à côté de lui un de ces merciers ambulants qu'on appelle porte-balles et qui lui crie « Monsieur le chevalier, jarretière, ceinture, cordon de montre, tabatière du dernier goût, vrai jabac, bague, cachet de montre. Montre, monsieur, une belle montre d'or,
ciselée, à double boîte comme neuve. Jacques lui répond « J'en cherche bien une, mais ce n'est pas la tienne. » Et continue sa route, toujours au petit pas. En allant, il crut voir écrit en haut que la montre que cet homme lui avait proposée était celle de son maître. Il revient sur ses pas et dit au porte-balle « L'ami, voyons votre montre à boîte d'or. J'ai dans la fantaisie qu'elle pourrait me convenir. » « Ma foi, dit le porte-balle, je n'en serais pas surpris. Elle est belle, très belle, de Julien le roi. Il n'y a qu'un moment qu'elle m'appartient. Je l'ai acquise pour un morceau de pain. J'en ferai bon marché. J'aime les petits gains répétés, mais on est bien malheureux par le temps qui court. De 3 mois ici, je n'aurai pas une pareille aubaine. Vous m'avez l'air d'un galant homme, et j'aimerais mieux que vous en profitassiez qu'un autre. » Tout en causant, le mercier avait mis sa balle à terre, l'avait ouverte et en avait tiré la montre que Jacques reconnut sur le champ, sans en être étonné, car il ne se pressait jamais. Il s'étonnait rarement. Il regarde bien la montre. Oui, se dit-il en lui-même. C'est elle, au porte-balle. Vous avez raison, elle est belle, très belle, et je sais qu'elle est bonne. Puis, la mettant dans son gousset, il dit au porte-balle. L'ami, grand merci. Comment grand merci? Oui, c'est la montre de mon maître. Je ne connais point votre maître, cette montre est à moi. Je l'ai bien achetée et bien payée. Et saisissant Jacques au collet, il se mit en devoir de lui reprendre la montre. Jacques s'approche, prend un de ses pistolets et l'appuyant sur la poitrine du porte-balle. « Retire-toi, lui dit-il, ou tu es mort !» Le porte-balle, effrayé, lâche prise. Jacques remonte sur son cheval et s'achemine au petit pas vers la ville en disant en lui-même « Voilà la montre recouvrée. À présent, voyons-nous à notre bourse. » Le porte-balle se hâte de refermer sa malle, la remet sur ses épaules et suit Jacques en criant « Au voleur! À l'assassin! Au secours! À moi! À moi !» C'était dans la saison des récoltes. Les champs étaient couverts de travailleurs. Tous laissent leurs fossiles, s'attroupent autour de cet homme et lui demandent « Où est le voleur? Où est l'assassin ?» C'est ce que l'on découvrira dès notre prochaine lecture de Jacques le Fataliste, ensemble d'un voyage au bout de la nuit. Merci en tout cas pour votre fidélité. Alors, plusieurs choses avant de nous quitter. Eh bien déjà, vous pouvez réagir, vous le savez, sur cette émission en tapant #VBN sur Twitter. Vous pouvez également vous adresser à moi avec le @VicMonfort que vous écrivez VICMONFORT. Également sur la page Facebook de l'émission, nous vous répondrons avec plaisir si vous avez des coups de cœur ou des envies de lecture. Eh bien, j'essaierai de les prendre en compte pour vous les lire ici sur le canapé de VBN. Et puis quant à moi, vous pouvez me retrouver tous les jours sur mon blog somethingaboutvictoria.com et donc sur Instagram et Facebook. Merci à l'équipe technique de Voyage au bout de la nuit. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous embrasse et je vous dis à très vite en compagnie de Diderot pour Jacques le Fataliste. Bonne journée!